Bonjour, bienvenue chers élèves de la 4e année lettres dans cet espace d'apprentissage. Je me présente, je suis Sonia Mzio, professeure de français au lycée Hedi Sousi Sfax 1. C'est notre deuxième rencontre dans le cadre du module d'apprentissage numéro 2, l'engagement en littérature, inscrit dans le domaine cause à défendre. Cette deuxième leçon est conçue et élaborée avec la collaboration de ma collègue Madame Mohjen Neifar, professeure de français au lycée Taïb Mhiri Sfax 1, sous la direction de notre inspecteur M. Mounir Dammaq. Donc, cette leçon est consacrée à l'activité de l'expression écrite, au cours de laquelle on va faire une étude de texte. Donc, nos objectifs pour cette séance, d'abord, on va lire et comprendre le texte. Ensuite, lire et comprendre les questions, rédiger une réponse à une question de compréhension, finalement justifier la réponse par un indice textuel ou un procédé d'écriture. Notre texte support d'aujourd'hui figure sur vos manuels à la page 109. C'est un extrait de La Peste, œuvre de Albert Camus. Avant d'attaquer les questions de compréhension, une petite compréhension globale du texte s'impose. Cette compréhension a 3 entrées. Donc, première entrée, c'est l'exploitation des éléments paratextuels. Deuxième entrée, la lecture, bien sûr, du texte afin de dégager la situation d'énonciation. Troisième entrée, c'est la lecture des questions de compréhension afin d'émettre quelques hypothèses de lecture qui nous permettent de voir et de dégager les différents moments du récit. Commençons par le premier élément, exploiter les éléments paratextuels. Le premier élément exploité, c'est l'auteur, le titre de l'œuvre, la date de parution, le préambule, la présentation typographique du texte. Notre écrivain aujourd'hui, Albert Camus, c'est un écrivain et philosophe français. Il est né de parents français en Algérie pendant l'occupation française. C'est un militant engagé en faveur des causes humaines et universelles. Ses écrits lui ont valu le prestigieux prix Nobel en 1957. L'absurdité est l'un des thèmes majeurs de ses écrits. Le texte, notre texte aujourd'hui, figure dans son œuvre La Peste. La Peste d'Albert Camus est publiée en 1947, récompensé la même année par le prix de la critique. Il appartient au cycle L'homme révolté, c'est l'un de cette trilogie. Les événements se déroulent à la ville d'Oran, en Algérie, où Camus est né. Le roman est une chronique de la vie des habitants frappés par l'épidémie. Donc, attirons votre attention ici qu'une chronique, c'est un récit de faits socio-historiques authentiques. Dans ce texte, La Peste, Camus semble être inspiré de faits réels puisque la ville ou l'Algérie elle-même, elle a connu une épidémie durant l'année 44-45. La Peste est un roman d'Albert Camus publié en 1947, récompensé la même année par le prix de la critique. Il appartient au cycle de L'homme révolté, c'est l'un de cette trilogie. Donc, les événements se déroulent à la ville d'Oran en Algérie où Camus est né. Ce roman est une chronique de la vie des habitants frappés par l'épidémie. Donc, j'attire votre attention ici qu'une chronique, c'est un récit de faits sociaux et historiques authentiques. Camus semble donc s'inspirer de faits réels puisque l'Algérie elle-même, elle était frappée par une épidémie pendant les années 44-45. Donc, cette œuvre-là revient d'actualité vu la Covid que malheureusement on souffre durant cette période. Passons au troisième élément exploitable, à savoir le préambule. Donc, vous le savez très bien, le préambule, c'est le texte qui précède notre extrait.
Donc, c'est un texte qui n'est pas écrit par l'auteur, mais qui est proposé à l'élève pour l'aider à mieux comprendre son texte. On découvre ensemble le préambule. Le docteur Rieu, personnage principal du roman, a participé très activement à la lutte contre l'épidémie de peste qui a touché la ville d'Oran. Il s'est beaucoup investi à créer des équipes de secours, à essayer de sauver le plus de vies humaines possible. À la fin du récit, il observe du haut d'une terrasse la ville délivrée qui se prépare à une fête nocturne de libération. De ce préambule, on peut retenir les mots-clés suivants. Docteur Rieu, participer très activement à la lutte contre l'épidémie de peste, a essayé de sauver plus de vies humaines. Pardon. À la fin du récit, il observe du haut d'une terrasse. De ces mots-clés, on peut donc comprendre que notre personnage principal est un médecin qui s'appelle Rieu. On peut comprendre aussi qu'il s'est engagé dans un combat contre une grave maladie meurtrière et récessive afin de sauver des vies humaines. On note donc qu'il s'agit de la fin du récit, donc notre passage est situé à la fin de la peste, où on assiste avec Rieu depuis sa terrasse à une scène de fête célébrant la délivrance du peuple de cette épidémie. Donc, contemplons de plus près ou examinons de plus près notre texte. On remarque que notre texte est disposé en 3 paragraphes qui peut-être rendent-ils des différents moments de ce récit. On peut aussi noter les accroches de chaque paragraphe. Nous avons du port obscur, montèrent les premières fusées. Nous avons mais il savait. Nous avons aussi écoutant. Donc, chaque accroche nous oriente vers une interprétation possible. Donc, on les reprend. L'entame du premier paragraphe, du port obscur montèrent les premières fusées, on peut comprendre qu'on annonce ici le spectacle d'une fête qui s'offre aux yeux. Du deuxième entame, on peut donc, mais il savait, pardon, on peut comprendre qu'il met d'emblée ce deuxième moment en opposition avec ce qui précède. Finalement, la troisième accroche, avec l'expression « écoutant », elle fait ici allusion aux échos possibles de cette chronique. Donc, passons à la deuxième entrée de notre compréhension globale. Après avoir exploité les éléments paratextuels, on va maintenant essayer de lire et de mieux comprendre le texte et la situation d'énonciation. Donc, je vous propose de prendre vos livres à la page 109. On va donc lire ensemble notre texte. Du port obscur montèrent les premières fusées des réjouissances officielles. La ville les salua par une longue et sourde exclamation. Cottard, Tarot, ceux que Rieu avait aimés et perdus, tous, morts ou coupables, étaient oubliés. Le vieux avait raison, les hommes étaient toujours les mêmes, mais c'était leur force et leur innocence, et c'est ici que, par-dessus toute douleur, Rieu sentait qu'il les rejoignait. Au milieu des cris qui redoublaient de force et de durée, qui se répercutaient longuement jusqu'au pied de la terrasse, à mesure que les gerbes multicolores s'élevaient plus nombreuses dans le ciel, le docteur Rieu décida alors de rédiger le récit qui s'achève ici. Pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite, et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu de ces fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Mais il savait cependant que cette chronique n'était pas celle de la victoire définitive. Elle ne pouvait être que le témoignage de ce qu'il avait fallu accomplir et que sans doute devrait accomplir encore contre la terreur et son arme inlassable, malgré les déchirements personnels, tous les hommes qui, ne pouvant être des saints et refusant d'admettre les fléaux,
s'efforcent cependant d'être des médecins. Écoutant en effet les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée, car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu'on peut lire dans les livres que l'Abbasside, la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où pour le malheur de l'enseignement des hommes, la peste réveillera ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Albert Camus, La peste. On voit bien que notre texte aussi est accompagné de quelques mots qui semblent être difficiles, tels que gerbes multicolores, les feux d'artifice, ces pestiférés, c'est-à-dire les hommes malades atteints par la peste. Une arme inlassable, c'est une arme qui ne cesse d'attaquer et de frapper. Les saints, ce sont des hommes distingués qui servent de modèle donc religieux en raison de leur conduite irréprochable. L'allégresse, c'est la joie vivante et bruyante. L'abbassie, c'est un micro-organisme, une germe, une bactérie. Donc, revenons à notre texte pour essayer de mieux comprendre à travers le repérage des indices suivants qui vont nous éclairer sur la situation d'énonciation. Nous avons Rieux, Rieux, il, le docteur Rieux, il, Rieux, il. Donc, de ce repérage, on peut voir et on peut cerner la situation d'énonciation. Donc, et on trouve la réponse à la question qui parle dans ce texte. Donc, qui parle, c'est le narrateur. Car, qu'est-ce qu'il emploie? Il emploie la troisième personne, avec il, Rieux. Il nous raconte ce qui se passe d'après Rieux, son personnage principal. Il nous laisse ainsi découvrir la vision des choses selon Rieux. Revenons à notre texte pour d'amples connaissances et pour plus de précision, on va relever les indices suivants du port obscur, la ville, jusqu'au pied de la terrasse. Donc, de ces indices, bien sûr, on comprend qu'on est en train d'essayer de répondre à la question où et quand se déroulent les événements de notre texte. Donc, c'est la ville, du port obscur jusqu'au pied de la terrasse. Donc, ces indices montrent bien que l'action se passe la nuit dans la ville et depuis sa terrasse, Rieux, il est en train de surplomber la scène. Ce qui annonce déjà son détachement de la foule et sa position élevée. Il est en train de contempler ce qui se passe avec cet air de clairvoyance. Passons maintenant à la troisième entrée pour la compréhension globale de notre texte, à savoir la lecture des questions de compréhension pour essayer d'émettre plus d'hypothèses de lecture et de cerner les mouvements de notre texte. Donc, on attire votre attention ici que les questions, bien sûr, de compréhension offrent une première lecture du texte, car elles rendent compte des différentes articulations et idées. C'est pourquoi il est judicieux de les lire et de les comprendre avant de commencer à chercher les réponses. Donc, on commence par découvrir les questions proposées avec notre texte aujourd'hui. Nous avons première question, déterminer l'attitude du docteur Rieux par rapport à celle de la foule au cours de la fête de Libération. Justifiez votre réponse par le champ lexical approprié. Deuxième question, pour quelle raison le docteur Rieux décide-t-il d'écrire? Justifiez votre réponse par deux indices textuels. Finalement, la troisième question, donc, qui contient un petit a et un petit b. Quelle vision porte-t-il sur l'avenir? Relevez, nommez et analysez un procédé d'écriture qui met en relief cette vision. Donc, on commence par l'analyse de la première question. Donc, on la reprend. Déterminer l'attitude du docteur Rieux par rapport à celle de la foule au cours de la fête de Libération. Justifiez votre réponse par le champ lexical approprié. On va souligner les mots-clés qui peuvent
nous aider à mieux comprendre cette question. Premier mot-clé, l'attitude du docteur Rieu. Le mot par rapport, ensuite, à celle de la foule au cours de la fête de libération. En lisant donc cette consigne, on comprend qu'on cherche à cerner l'attitude, la réaction du personnage principal qui semble être différente de celle de la foule. Donc, puisqu'il y a l'emploi de l'expression par rapport. On passe à la deuxième question. Pour quelle raison le docteur Rieu décide-t-il d'écrire? Justifiez votre réponse par 2 indices textuels. Donc, on souligne aussi les mots-clés. Nous avons docteur, nous avons écrire et nous avons justifier votre réponse. Donc, ainsi on comprend que de cette deuxième question, l'idée qu'on doit retenir est celle des différents motifs ou mobiles qui poussent ce médecin à rédiger un récit présenté sous forme de chronique. Donc, on va chercher ces raisons. Troisième question. Quelle vision porte-t-il sur l'avenir? En petit a, petit b, relever, nommer et analyser un procédé d'écriture qui met en relief cette vision. Soulignons les mots-clés. Premier mot-clé, vision. Nous avons le mot avenir. La troisième et dernière question nous amène ainsi à réfléchir sur l'avenir vu et prévu par Rieu. De cette première lecture, on comprend que Rieu adopte une attitude différente à celle de la société qui célèbre la libération. Il s'assigne des objectifs à son récit qui transcrit sa vision de l'avenir. Passons maintenant à la deuxième partie. Après avoir fait une compréhension globale de notre texte, on va essayer maintenant de répondre à ces questions de compréhension en insérant une justification ou un indice textuel ou bien un procédé d'écriture. Pour cela, il faut faire tout d'abord un petit rappel ou un petit rappel théorique. Donc, on va lire attentivement l'énoncé et le comprendre. On va identifier et déterminer là où les tâches à accomplir. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par tâche? C'est-à-dire, exemple, chercher les raisons, repérer les traits, les caractéristiques, relever la justification, le champ lexical et son domaine, ou bien le procédé d'écriture, sa nature et son effet. Troisièmement, on doit aussi reformuler et interpréter les éléments tirés du texte en regroupant les idées essentielles. Quatrièmement, on doit reformuler en tournure déclarative l'énoncé de la question au début de chaque réponse. Rédiger ensuite la réponse. La dernière étape qu'il ne faut jamais négliger, chers élèves, c'est de relire la réponse pour corriger d'éventuelles erreurs. Notez bien que répondre à une question de compréhension consiste à rédiger un paragraphe cohérent composé généralement d'une réponse et d'une justification relevée du texte. Notez bien aussi que dans la réponse, on doit formuler avec nos propres expressions. Qu'est-ce que cela veut dire, nos propres expressions? C'est-à-dire ne jamais paraphraser. Paraphraser veut dire reprendre intégralement un terme clé ou une expression ou une phrase du texte. Donc, pour cela, on vous propose d'éviter donc cette paraphrase par le recours aux synonymes, aux dérivés des mots-clés ou à la reformulation. Notez bien aussi que la justification doit être relevée du texte. Donc, elle doit être obligatoirement mise entre 2 guillemets. Les indices textuels ou un procédé d'écriture, bien sûr selon la consigne. Pour assurer la cohérence de notre paragraphe rédigé, il faut utiliser les mots de liaison, les articulateurs, les connecteurs logiques qui assurent bien sûr la progression des idées telles que d'une part, d'autre part.
tels que alors que, à vrai dire, en effet. Quant à l'enchaînement donc entre réponse et justification, on peut recourir à certaines expressions telles que cette idée est perceptible et claire à travers. Elle est encore marquée, traduite, suggérée par. Plusieurs indices prouvent que. Mais il serait toujours pertinent d'insérer les indices textuels directement donc entre deux guillemets dans la réponse. Passons à la question, donc, ou commençons par la question numéro 1. Déterminer l'attitude du docteur Rieu par rapport à celle de la foule au cours de la fête de Libération. Justifiez votre réponse par le champ lexical approprié. On va souligner donc les mots-clés suivants. Déterminer, attitude, docteur Rieu, la foule, au cours de la fête, puis justifier le champ lexical. Donc, dès lors, on remarque que nous avons deux tâches à effectuer. La première tâche consiste à décrire l'attitude de Rieu et celle de la foule. La deuxième tâche, c'est de relever les différentes expressions qui mettent en exergue cette attitude tout en précisant le domaine et de ce champ lexical. Donc, on revient à notre texte pour essayer de repérer les indices qui vont nous permettre de répondre à cette question. Donc, quels sont les indices que nous avons? Montèrent les premières fusées des réjouissances officielles. Par-dessus toute douleur, il sentait qu'il les rejoignait. Des cris qui redoublaient de force et de durée, répercutaient longuement jusqu'au pied de la terrasse. Les gerbes multicolores s'élevaient. Pour décrire l'attitude de la foule, je vous propose de compléter avec moi le tableau suivant où on a collecté donc les indices qu'on a repérés antérieurement dans notre texte. On va essayer de les reformuler et de les interpréter. Donc, du premier indice, les premières fusées de réjouissance officielle, on peut comprendre que la foule exprime sa joie et son allégresse en lançant des feux d'artifice. Du deuxième indice, on peut comprendre que les hurlements de liesse accroissent et amplifient le bruit et le vacarme. Du dernier indice, les gerbes multicolores, on peut voir les différentes couleurs des gerbes et des fusées qui semblent illuminer l'obscurité de la nuit. Pour décrire l'attitude de Rieu, on va compléter pareillement le tableau suivant. Donc, où on va insérer les indices. Premier indice, montèrent. Donc, ce verbe montre que le peuple se trouve au fond. C'est pourquoi leurs cris doivent monter pour arriver et pour parvenir à Rieu. Par-dessus toute douleur, Rieu sentait qu'il les rejoignait. De cet indice, donc, on comprend qu'il se forçait d'adhérer à la joie de la foule malgré son chagrin et sa peine après cette dure épreuve. Donc, il s'efforce, il fait de son mieux pour partager avec eux leur allégresse. Est-ce qu'il arrive finalement à être aussi heureux que cette foule? Troisième indice, des cris qui se répercutaient longuement jusqu'au pied de la terrasse. On peut comprendre ici que ces cris, malheureusement, n'arrivent pas, échouent, et que ces joies n'arrivent même pas à Rieu sur sa terrasse, montre aussi cette distance qui sépare Rieu et la foule joyeuse. S'élever, le dernier indice, montre que les feux d'artifice qui se lancent loin dans le ciel ne semblent pas émerveiller ce contemplateur, bien sûr Rieu, de la scène qui semble lointain et distant, puisqu'il semble lointain et distant, bien sûr. Donc, on va retenir le verbe montèrent, rejoigner, longuement jusqu'au pied de la terrasse, s'élever. Donc, ce qui va nous former le champ lexical de l'altitude. Après cette interprétation, on finit par comprendre que l'attitude de Rieu, distant, est bien différente de celle de la foule qui fête cette délivrance. C'est ce qu'on va essayer de développer dans notre rédaction.
Donc, voici la rédaction donc, de la réponse qu'on vous propose. Au cours de la fête nocturne, la foule qui se déchaîne dans une liesse démesurée célèbre bruyamment sa délivrance de la peste, alors que Rieux adopte une attitude tout à fait différente. En effet, celui-ci se forçait d'adhérer à la joie de la foule malgré son chagrin et sa peine après cette dure épreuve. Cependant, son effort semble échouer, puisque ni les cris ni les feux d'artifice ne lui parviennent. À vrai dire, depuis sa terrasse, le docteur se montre réticent, se contente de contempler le spectacle et se distancie de cette foule enflammée et excitée. Cet écart est mis en valeur par le champ lexical de la hauteur et de l'altitude développé par les expressions suivantes: montèrent, rejoignez longuement jusqu'au pied de la terrasse, s'élever. Donc vous voyez, on a inséré donc nos indices entre guillemets. Il est préférable aussi, pourquoi pas, d'utiliser de stylos d'une couleur différente. On passe maintenant à la deuxième question. On reprend. Pour quelle raison le docteur Rieux décide-t-il d'écrire, justifier votre réponse par deux indices textuels? Donc, comme d'habitude, on va souligner les mots-clés. Nous avons raison, Rieux, écrire, justifier et deux indices textuels. Donc, dès lors, on a deux tâches à effectuer. À savoir, la première tâche, c'est d'expliciter les causes qui incitent Rieux à rédiger sa chronique, c'est-à-dire on va chercher ses raisons. Pourquoi il veut écrire? Puis, on va relever deux indices. Notez bien qu'il s'agit de deux indices. Relevons donc les indices de notre texte. Premier indice, le docteur Rieux décida alors de rédiger le récit qui s'achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite, pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Mais il savait cependant que cette chronique n'était pas celle de la victoire définitive. Elle ne pouvait être que le témoignage de ce qu'il avait fallu accomplir. Donc, classons ces indices dans un tableau pour essayer de les reformuler et de regrouper les idées essentielles. Donc, du premier indice, on peut comprendre que Rieux décide d'écrire une chronique après avoir vécu cette dure expérience qui est la peste. Pour ne pas être de ceux qui se taisent, ici, on voit bien qu'il refuse de se taire, d'enterrer cette expérience et de refouler son trauma qui était causé par cette expérience dure. De l'indice suivant, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, on peut comprendre que son récit est dicté par le sens de la responsabilité. Il se sent responsable, puisqu'en tant que témoin, il peut transposer fidèlement la réalité. De l'indice suivant, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite, il veut que son récit soit un mémorial qui rend hommage aux victimes qui ont tant souffert. Il cherche à décrire la cruauté de l'épidémie et de graver en mémoire cette période difficile. On continue avec le tableau et les indices suivants pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. On comprend donc que ce récit doit exhiber et vanter les mérites de l'homme qui affronte courageusement les fléaux malgré sa faiblesse et son impuissance. Du deuxième indice, mais il savait cependant que cette chronique n'était pas celle de la victoire définitive. Cette chronique est loin d'être une célébration contre la peste. Elle a pour mission de mettre en garde contre un éventuel retour de l'épidémie. La guerre n'est pas terminée, il y a d'autres combats à mener. Finalement, elle ne pouvait être que le témoignage de ce qu'il avait fallu accomplir. On comprend que ce récit doit
comprendre une autocritique de ce qui s'est passé. C'est-à-dire on doit s'auto-évaluer. C'est une occasion pour les hommes de tirer des leçons de leur expérience. Donc, comme vous l'avez remarqué, on a souligné quelques indices qu'on va retenir pour justifier notre réponse. Donc, de cette reformulation, on peut regrouper les trois idées suivantes. Première idée, l'écriture est une responsabilité. Donc, Rieu, ici, se sent responsable d'écrire et de laisser un témoignage. L'écriture doit immortaliser cette expérience. L'écriture sert à enseigner, à prévenir le mal. Donc, comment on va exploiter toutes ces idées dans la rédaction de notre réponse? C'est ce qu'on vous propose dans le paragraphe suivant que je vous lis. Rieu décide d'écrire une chronique après avoir vécu cette dure expérience de la peste, pour maintes raisons. De prime abord, son récit est dicté par le sens de la responsabilité, puisqu'en tant que témoin, il peut transposer fidèlement la réalité. En effet, il refuse de se taire, d'enterrer cette expérience et de refouler son trauma. Ainsi, affirme-t-il, pour témoigner en faveur de ces pestiférés. De second abord, il veut que son récit soit un mémorial qui rend hommage aux victimes qui ont tant souffert. Il cherche à décrire la cruauté de l'épidémie et de graver dans la mémoire cette période difficile. Parallèlement, il exhibe et vante les mérites de l'homme qui affronte courageusement les fléaux malgré sa faiblesse et son impuissance. L'indice suivant se range dans le même ordre d'idées. Et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Finalement, cette chronique est loin d'être une célébration de victoire contre la peste. Elle a pour mission de mettre en garde ses congénères contre un éventuel retour de l'épidémie. La guerre n'est pas terminée, il y a d'autres combats. Par conséquent, ce récit devient une autocritique de ce qui s'est passé. C'est une occasion pour les hommes de tirer des leçons de leur expérience. Passons maintenant à la dernière question, la troisième question. Quelle vision porte-t-il sur l'avenir? Relever, nommer et analyser un procédé d'écriture qui met en relief cette vision. Donc, on constate bien que cette question est ramifiée puisqu'elle comporte deux tâches à effectuer dans un petit A. Quelle vision porte-t-il sur l'avenir? On peut retenir l'indice suivant, vision, avenir. Donc, de ces deux mots-clés, on peut retenir qu'on a une seule tâche à accomplir, à savoir celle de préciser, de définir la vision, la perception de Rieu de l'avenir du peuple et de l'humanité. Revenons à notre texte pour repérer les indices. Donc, premier indice, car il savait que ce que cette foule en joie ignorait et qu'on peut lire dans les livres. Indice suivant, le jour viendrait où pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Donc, on va classer nos indices dans le tableau afin d'essayer de les reformuler et de les interpréter. Donc, du premier indice, on peut comprendre que Rieu est un homme savant et clairvoyant puisqu'il lit des livres. Tel un prophète, il peut prédire l'avenir alors que la foule ignorante ne devine pas ce qui lui est réservé. Du deuxième indice, on peut voir que Rieu prévoit un avenir malheureux pour les hommes qui, faute de lecture, ne tireront leçon qu'une fois qu'ils auront réaffronté cette pénible épreuve. Il annonce donc d'avance que le retour offensif des rats et de l'épidémie est possible. La festivité donc et l'allégresse ne sont qu'éphémères malheureusement, car la mort guette au tournant. En tant que savant qui lit
les livres, Rieu a la clairvoyance d'anticiper et de prédire l'avenir de ses semblables, naïfs, ignorants et inconscients malheureusement. C'est un avenir malheureux qui les attend. Donc, on passe à la deuxième partie de la question ramifiée, on a dit tout à l'heure. Donc, le petit b, nous avons relevé, nommé et analysé un procédé d'écriture qui met en relief cette vision. Donc, comme d'habitude, on va essayer donc de revenir sur nos indices, d'identifier le procédé et de reformuler. Le premier indice proposait le verbe savait et ignorer. Donc, déjà, on remarque qu'il s'agit d'une antithèse. Pourquoi une antithèse? Parce que ces deux verbes sont des verbes antonymes. Donc, cette figure d'opposition lexicale souligne l'écart entre un rieux savant et intellectuel et la foule qui est malheureusement ignorante et inconsciente. Ce statut de sage et de clairvoyant lui attribue l'aptitude d'avoir des prémonitions. Donc, il prévoit déjà l'avenir puisqu'il est un savant. Le jour viendrait, donc nous avons le verbe viendrait, réveillerait, enverrait. On constate que ces verbes sont conjugués au conditionnel présent. Donc, et on remarque que le procédé ici, il s'agit de l'emploi itératif répétitif du conditionnel qui, bien évidemment, a une visée stylistique. Donc, ce procédé grammatical recourt au conditionnel à valeur modale pour montrer l'aspect éventuel des actions par rapport à l'expression peut-être. La réminiscence de l'épidémie est inéluctable. Exploitons ce que nous avons retenu de notre analyse pour rédiger notre réponse. Et je vous propose donc la réponse. Tel un prophète, Rieu prédit l'avenir de ses semblables. En effet, en tant que savant qui lit les livres, il a la clairvoyance d'anticiper l'avenir au moment où la foule ignorante ne devine pas ce que lui réserve le destin. À vrai dire, c'est un avenir malheureux qui attend les hommes incapables de tirer des leçons des épreuves vécues. Et comme le retour offensif des rats et de l'épidémie sont inévitables, la festivité et l'allégresse ne sont qu'éphémères. La mort guette toujours au tournant. Dans le même ordre d'idées, et pour mettre en valeur cette prémonition, le narrateur recourt à l'emploi itératif du conditionnel présent avec les verbes venir, réveiller et envoyer. En fait, ce procédé grammatical utilise un conditionnel à valeur modale pour montrer l'aspect éventuel des actions par rapport à peut-être la réminiscence de l'épidémie est inéluctable. Donc, passons à la synthèse de notre séance. Au terme donc de cette leçon, on a appris que pour répondre à une question de compréhension, on doit suivre toute une démarche de lecture tout d'abord, de compréhension, de reformulation, afin donc de développer une réponse correcte et convenable. D'ailleurs, on vous invite vivement à adopter cette démarche pendant l'examen pour éviter donc les réponses hâtives et superficielles. J'espère, chers élèves, que cette séance vous était utile et je vous remercie de votre attention et à très bientôt.